Bon matin, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir chaleureusement pour l'allocution d'ouverture M. Lionel Carman et Mme Shirley Dorismont. Bonjour tout le monde, très content d'être parmi vous aujourd'hui avec mon adjointe parlementaire, Mme Dorismont. Écoutez, il y a vraiment la première ligne sur les lèvres de tout le monde. Jamais vu autant de ministres venir à un événement que celui-ci, donc je suis vraiment très, très impressionné. Puis, c'est important pour nous, la première ligne, et c'est un virage d'amener les services vers la communauté qu'on fait depuis le début. Moi, c'était une priorité pour moi. D'ailleurs, quand j'étais médecin, j'avais parti le projet Sirène pour faciliter l'accès aux soins à Sainte-Justine pour nos jeunes. C'est devenu Agirto, puis on en parlait justement. Agirto, il en faut plus, et il faut inclure plus de professionnels. Puis c'est vraiment un modèle de ce qu'on va discuter aujourd'hui, qui est celui de l'interdisciplinarité. Plusieurs professionnels qui évaluent l'enfant, qui travaillent avec lui et qui développe avec la famille et l'enfant une trajectoire, puis une impression, puis une formulation de service qui est importante. Et tout le monde, dans cette évaluation-là, joue un rôle équivalent. Ça, c'est aussi un concept qui est super important pour nous de mettre en place. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de santé mentale. Et c'est un peu la même vision qu'on essaie d'amener au niveau de la santé mentale. On a fait des grands grains au niveau de la santé mentale jeunesse, je vous dirais. Puis l'approche a été, premièrement, d'aller dans les écoles avec des professionnels pour la santé mentale positive dans les écoles, sensibiliser les jeunes à la santé mentale, à l'importance de la santé mentale. Ensuite, on a fait une deuxième étape qui a été d'ouvrir l'accessibilité aux services. Et ça, on l'a fait avec les aires ouvertes, principalement des services sans rendez-vous pour nos jeunes. Puis la beauté du projet, c'est que ça a été créé par les jeunes pour les jeunes. Hein. Les jeunes s'investissent dans la création du site, dans l'organisation du site, dans la décoration du site, dans les professionnels qui sont disponibles. Et les services sont donnés au site Air Ouverte, mais également partout dans la communauté, à l'école, dans les cafés, dans les parcs, etc. Donc cette mentalité-là d'amener les services plus près de la population, ça a été clé là-dedans. Et par la suite, évidemment, on est en train de travailler plus l'aspect de la trajectoire de service et des évaluations interdisciplinaires, puis le rapport également interdisciplinaire, qui est quelque chose de très important. Puis avec les ordres professionnels, je dois les remercier. Ils nous ont facilité la tâche grandement dans ces rapports interdisciplinaires-là. Maintenant, on s'attaque un peu plus au niveau de la santé mentale adulte. Où ces dernières années, surtout post-pandémie, on a vu quand même une augmentation de la demande qui a été quasiment exponentielle, mais sûrement très, très, très augmentée. Et je pense qu'il va falloir prendre la même approche d'approcher les services de la proximité. On l'a fait un peu à l'envers, cependant pour les adultes, vu les gros enjeux qu'on avait au niveau hospitalier. Les premières mesures structurantes qu'on a mises sur place, c'est grâce au programme de l'IPAM et de ce qu'on a voulu faire au niveau de la diminution, la prévention des hospitalisations. J'étais venu vous en parler il y a 2 ans, je crois. On était au niveau du projet, mais là, vraiment, on est quand même assez avancé. Je ne sais pas si on a la diapo qu'on m'avait préparée. Non, pas de diapo. Mais on avait 3 projets principaux dans le projet de l'IPAM. Le premier, c'était les équipes d'accompagnement bref en communauté, qui sont des équipes qui accueillent les patients quand ils se présentent aux salles d'urgence. Donc, encore une fois, une équipe interdisciplinaire avec typiquement, mais ça peut varier d'un site à l'autre, une infirmière, une travailleuse sociale, un organisateur communautaire qui accueille la demande, filtre la demande et peut réorienter la demande, ce qui est un gros point, là, une des gros changements qu'on a réussi à avoir avec la Fédération des médecins omnipraticiens, c'est que le patient n'est pas obligé de voir l'urgentologue s'il n'y a pas besoin de voir l'urgentologue. Et ensuite est réorienté dans la communauté, mais avec un suivi très proche à l'intérieur de 48 heures dans la communauté pour éviter que les patients tombent entre deux chaises.
Même chose pour les sorties d'hôpitaux également. Comme ça, tous les patients qui quittent l'hôpital peuvent avoir un suivi dans la communauté. Et ça nous évite ce qu'on voyait avant, là, la panoplie de consultations qui suivent le fait de quitter l'hôpital. La deuxième intervention qui a été faite, ça a été évidemment les unités d'intervention brève, où là encore, c'est plus une unité où les patients demeurent pendant 48-72 heures pour justement éviter l'hospitalisation. L'intervention est plus intensive, plus brève, et le suivi peut se faire par l'équipe ABC. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'on est capable, vous savez, les durées de séjour hospitalier pour les patients en santé mentale sont, je dirais, pour le moins excessifs, là, avec parfois des 40 jours de durée moyenne de séjour. On arrive en 48-72 heures à les remettre sur pied et à les retourner dans la communauté avec le suivi. Puis la mesure qui m'a vraiment le plus fait plaisir, surpris, c'est vraiment ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, mais le terme exact, c'est le TIBD, ou le traitement intensif bref à domicile, où par cette mesure, on est capable vraiment, pour des patients, même avec un risque suicidaire, de les hospitaliser ou de les garder dans leur milieu de vie et donner 2-3 fois par jour le suivi, encore une fois avec des équipes interdisciplinaires. L'infirmière, évidemment, est au cœur de ce programme-là, mais le psychiatre se déplace, les professionnels se déplacent à domicile. Puis j'ai eu la chance de faire une visite avec les gens de la capitale nationale et ça a été vraiment extrêmement apprécié là, de voir que comment les parents, les professionnels et les psychiatres s'épanouissent à travers ce modèle-là. Au début, le projet qui a été financé par l'IPAM ne touchait que 6 établissements, mais devant l'importance, selon moi, du programme ABC, j'ai demandé qu'il soit étendu dans toutes les régions du Québec d'ici la fin de l'année 2024-2025. Et beaucoup d'organisations, beaucoup d'établissements lèvent la main pour les 2 autres mesures qui sont l'unité d'intervention brève et l'hospitalisation à domicile. Donc, on est très content de voir ça. On a 14 à peu près équipes ABC d'établis et 6 ou 7 UIB ainsi que des TIBD d'établis. Là, encore plus intéressant, on voit qu'il y a des CHU qui lèvent la main pour faire partie de ce programme-là. Le problème, c'est un peu plus complexe puisqu'ils se reçoivent des patients de toutes les régions et n'ont pas nécessairement de rôle régionaux à jouer, mais on veut aller de l'avant. Et les programmes pédiatriques aussi montrent beaucoup d'intérêt pour ces 3 mesures-là. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ces dernières années. Maintenant, on veut faire un peu comme on a fait pour nos jeunes. Rentrer de la prévention dans les milieux de vie. Et ça, ce qu'on est en train de faire, c'est un programme de prévention de la santé mentale au milieu de travail, puisque comme on va dans les écoles, l'équivalent, c'était au niveau de l'emploi pour nos adultes. On travaille avec la CNESST, qui ont déployé des intervenants santé mentale par région, mais on a également un projet pilote que Shirley, moi et les autres députés de la Montérégie, on a soutenu pour le déploiement d'éclaireurs dans les PME de la Montérégie. C'est un programme qui avait débuté dans l'est de la Montérégie, à Longueuil, dans l'agglomération de Longueuil, et qu'on soutient avec le développement économique Longueuil et Relief pour déployer à travers la Montérégie. Et je pense que si ce qu'on voit est aussi une réussite que les débuts du projet, on aimerait vraiment le déployer partout au Québec. Donc, puis le dernier point, ben ça, je vais passer la parole à Shirley parce que c'est son dada. Ça a été de repartir la santé mentale en CLSC. On voulait le faire. L'accès sans rendez-vous, comme je vous dis, a été un grand succès pour les jeunes. Je pense que les adultes méritent la même chose. Et il y avait quand même beaucoup d'enjeux à régler. Shirley est allée sur le terrain et je lui passe la parole pour la suite des choses. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur Carman, mon ministre. Et aussi, je voulais saluer quand même Mme Girard et toute son équipe là, pour cette belle activité. Elle a été très gâtée cette année, comme le ministre a dit. Tous les ministres sont venus. C'est vraiment exceptionnel. Je suis vraiment honorée aujourd'hui de prendre la parole pour parler de mon dada, comme le ministre l'a dit, c'est l'importance des CLSC. Un citoyen normal qui regarde tous les services, il ne sait pas où vraiment se présenter ou où aller. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il
il y a l'urgence. Oui, ça va être long. Je vais attendre des heures, mais je sais au moins qu'à cet endroit-là, on va me prendre en charge. Il faut défaire ce mythe-là. Et Santé Québec est très clair. Il faut renforcer la première ligne afin de désengorger les urgences. Pendant le projet de loi 15, il y a certaines personnes qui voulaient faire croire que les missions de CLSC allaient disparaître. C'était mal de me connaître, c'était mal de nous connaître. Nous, on veut mettre vraiment les CLSC de l'avant. Et deuxièmement, les CLSC vont répondre aussi à la décentralisation, c'est-à-dire travailler en amont sur les enjeux territoriaux. Les CLSC offrent des services de 0 à 100 ans dans une approche biopsychosociale. Ça, c'est vraiment important à retenir. Donc, on couvre tout. Les CLSC jouent un rôle fondamental dans notre système de santé, offrant des services de proximité, accessibles à tous, favorisant une approche globale, puis en prenant compte aussi des besoins et des réalités de chacun et de sa famille, chaque individu et de sa famille. Ça, c'est vraiment important. On travaille toujours dans l'ensemble de l'individu, dans son propre environnement. La première mission des CLSC, c'est la prévention sur 3 axes, prévention primaire, secondaire, tertiaire, et le plan interministériel en santé mentale de l'axe 6 répond à la mise en place des mesures de soutien de cliniques contribue à l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux usagers et soutient la diminution des délais de l'accès, notamment en permettant le développement de pratiques collaboratives, le rehaussement des compétences, la mise à jour des connaissances, ainsi que l'implantation des meilleures pratiques cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression, on lit toujours les grandes pratiques, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de travailler en collaboration avec les autres professionnels de la santé, cesser de travailler en silo, permettre la fluidité entre les services de première ligne et maximiser les droits de pratique de chaque professionnel de la santé. Quand on parle aussi de faire le continuum, on parle même du 811. Quand, moi, je vous passe le flambeau, essayez de tester. Le 811, quand vous l'appelez, est-ce qu'ils réfèrent au CLSC ou pas? Nous, on veut que ça fonctionne ainsi, incluant à l'urgence. Il faut savoir quel CLSC offre du sans-rendez-vous ou du rendez-vous. Il faut que le 811 sache où référer les patients. Une fois que le patient est avec le professionnel de la santé, après son évaluation, il peut dire, OK, est-ce que je le réfère à un autre service ou est-ce que des fois le patient peut se présenter avec son enfant ou une autre personne? Il faut prendre l'individu à charge au complet, soit qu'il règle le problème sur place ou il va le référer ailleurs, dans un autre service ou à un autre professionnel de la santé. On ne le retourne pas au 811 ni au GAP. Ça, c'est très important. On s'assure de référer au bon service ou à un autre professionnel de la santé. Les intervenants des CLSC, ou peu importe ailleurs, ont l'autonomie professionnelle. Puis ça, vraiment, il faut que vous... Les professionnels, les intervenants de la santé ont l'autonomie professionnelle et le pouvoir décisionnel nécessaire à l'orientation de référence. Les CLSC, c'est l'endroit idéal pour favoriser le travail multidisciplinaire. Le meilleur exemple, la porte d'entrée des CLSC, c'est l'accueil psychosocial et les services courants. Et là, la panoplie des professionnels qui sont là, travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes familiales, infirmières auxiliaires, infirmières cliniciennes, et maintenant les IPS-PL, IPS-SM. C'est essentiel que ces 2 équipes cohabitent. De plus, on doit se remettre dans la tête qu'il faut repartir les sans-rendez-vous. M. Carman l'a dit, il y en a à quelques endroits, mais moi, ma mission, c'est vraiment qu'il y en ait partout. Les IPS qui interrogeront cette équipe en santé, qui vont intégrer plutôt ces équipes en santé, ils ont l'expertise pour répondre non seulement à l'accès, mais aussi aux enjeux populationnels. Dans ce sens, l'annonce qu'on a faite dernièrement, l'initiative des cliniques d'IPS, fait partie des travaux actuels pour intégrer dans les CLSC, pour bonifier puis renforcer notre première ligne, afin de travailler sur la prévention, mais surtout
surtout d'éviter l'urgence comme porte d'entrée pour des problèmes de santé courants. Que ce soit en santé mentale, soins à domicile, jeunesse, enfance, famille, et j'en passe, tous les professionnels de la santé y sont, ergothérapeutes, physiothérapeutes, TS, psychologues, toutes les catégories d'emploi de titre d'infirmière, orthophonistes, éducateurs spécialisés, psychiatres répondants. Mais oui, maintenant, on a le psychiatre répondant en première ligne. Toutefois, on jase, là. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment qu'un autre professionnel de la santé y intègre. Je pense que ce serait vraiment l'idéal. Ils sont présentement en GMF. Est-ce que vous devinez un petit peu c'est qui? Qui manque? Qui? Oui. Qui d'autre? Oui. Les nutritionnistes sont déjà là en CLSC. Mais encouragez-les à appliquer, vraiment, c'est bien. Moi, quand je travaillais dans l'équipe ITSS-VIH, j'avais une nutritionniste avec moi. Bon, parfait. On va les encourager à les embaucher. Une équipe de feu pour compléter l'accueil psychosocial et les services courants. Je crois aussi kinésiologue en soutien à domicile, nutritionniste aussi pour les maladies diabétiques. On pourrait les utiliser grandement au service courant. Les pharmaciens communautaires. Ils sont présentement en GMF, mais je crois que ça serait vraiment complet, total. Ça serait une équipe de feu, incluant avec les infirmières IPS. Cela me ramène aussi à l'annonce du gouvernement pour les IPS qui apporte une expertise clinique avancée qui permet d'assurer aussi une prise en charge optimale des patients. Cette annonce s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de mettre l'ensemble des professionnels de la santé en contribution pour tous les Québécois qui puissent avoir vraiment un meilleur accès de santé plus efficace et plus humain. Beaucoup de défis, mais certes, la population doit connaître les services offerts en CLSC et offerts à leur disposition, rendre leur trajectoire de service et de leur famille en continu. Ça, c'est vraiment important. Il faut rendre la première ligne et deuxième ligne plus fluide afin de rendre notre système de santé plus efficace et plus humain. C'est vraiment ensemble, partenaires, les organismes communautaires et les CLSC, les hôpitaux aussi. C'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir construire un système de santé solide, résilient, qui place les patients et leurs familles au cœur des décisions. Ça, c'est vraiment important pour moi, je le dis assez souvent. Mais surtout, c'est d'améliorer l'accès de la santé et des services sociaux. Ça, c'est mon leitmotiv. Il est vraiment important de renforcer les CLSC. Ça, c'est ma mission. Merci. Bon panel. Est-ce que c'est l'heure du panel? Oui. Oui, en tout cas, bon panel, les amis. Merci beaucoup, tout le monde. Fonctionne? Testing. Ah, ça fonctionne. Bon matin, tout le monde. Vous allez bien? Oh, le 5 à 7 a été fort hier. Vous allez bien? Oui, OK, c'est un peu mieux. Es-tu game? C'est en répondant oui à cette question-là que je me retrouve devant vous ici ce matin. Voyez-vous, à l'édition 2023, j'avais parlé à l'équipe du Congrès en disant que ce serait le fun qu'en 2024, il y ait une conférence sur la multidisciplinarité en santé mentale. Donc, naturellement, quand on m'a appelé pour me dire « Hey, Valérie, ça te tente-tu de l'animer, ton panel? » On le pardonne, on le pardonne. Donc, j'ai répondu oui, naturellement, je suis game. On me répond parfait, donc tes panélistes ne seront pas 1 ni 2, mais bien 4 présidents d'ordre professionnel en santé mentale et M. Carman et Charlet de Rismont personne feraient l'allocution d'introduction. Es-tu toujours game?
Oui. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de stress de performance que je me présente devant vous ce matin. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Je serai votre animatrice et je vous demande d'accueillir chaleureusement nos panélistes. Madame Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Monsieur Pierre-Paul Malenfant, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Monsieur Alexandre Nadeau, président de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Et Monsieur Félix David Soucy, président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Bon matin, les panélistes. Merci encore énormément d'avoir accepté d'être présents ce matin pour parler d'un sujet aussi important qu'est la santé mentale. Sujet qui, on sait, est associé à beaucoup de défis, que ce soit étant au niveau des besoins de la population jusqu'à l'accès aux services qui est nécessaire. Et quand on s'est rencontrés pour les rencontres préparatoires, on était même d'accord pour dire qu'on observait déjà des difficultés à la base, soit qu'on observait un manque de connaissances généralisées sur nos champs de pratique respectifs et les champs de pratique de manière générale à travers les professions en santé mentale. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on commence le panel en faisant juste un petit bref tour de table pour dire dans vos mots quel est le champ de pratique de la profession que vous représentez. Les femmes d'abord. Oh. Allons-y. Bien, le champ d'exercice des psychologues, c'est d'évaluer le fonctionnement psychologique et mental, puis d'être capable d'instaurer ou de recommander des traitements pour s'assurer, dans le fond, du mieux-être psychologique puis de la bonne santé mentale. Oui, merci. Je résumerai ça de façon très simple. Évaluer le fonctionnement social de la personne, ça veut dire son fonctionnement dans ses relations interpersonnelles, que ce soit dans son couple, dans sa famille, dans sa communauté, dans son environnement, à l'école, peu importe. Nous sommes des faiseurs de liens. Nous sommes partout dans la société. On fait de la santé mentale depuis toujours. Oui. De notre côté, les ergothérapeutes, c'est les habiletés fonctionnelles. Donc, cette évaluation permet de voir c'est quoi les capacités de la personne, autant physique qu'au niveau de la santé mentale, par rapport aux activités. Donc, les exigences pour voir est-ce qu'on doit adapter, modifier, compenser pour que la personne puisse retrouver un fonctionnement optimal. Du côté des psychoéducateurs et psychoéducatrices, hein, Valérie, de notre côté, c'est l'évaluation des capacités adaptatives, notamment de la personne, de son environnement, mais aussi de l'interaction entre la personne et son environnement. C'est-à-dire, quand elle éprouve des difficultés d'adaptation, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour favoriser cette adaptation, notamment en santé mentale. Merci. Il y a le guide explicatif de la loi modifiant le Code des professions et autres dispositions législatives. Vous connaissez le reste, là. Donc, informez-vous, des fois c'est important, on se rend compte qu'on ne connaît pas toute l'ampleur du champ de pratique et des interventions qu'on peut faire, mais maintenant qu'on les comprend un peu mieux, j'aimerais beaucoup vous entendre élaborer un peu sur les concepts de multidisciplinarité en santé mentale, voire d'interdisciplinarité. C'est quoi les défis qui leur sont propres et quelles seraient des bonnes conditions pour les mettre en place dans les milieux? Qui veut commencer? Bien, je peux commencer. Donc, par la nature de notre profession, ça va de soi qu'on fait du travail interprofessionnel. Moi, j'étais un vieux routier du réseau. J'ai travaillé 25 ans en CLSC notamment et j'ai fait de la santé mentale pendant tout ce temps-là. Et tout autour de moi, je dirais tout le monde qu'on était là dans les CLSC, on avait des infirmières, on avait des médecins, on avait des auxiliaires familiales, on avait des ergots, on avait toutes les professions qui peuvent être impliquées. Alors, cette collaboration-là, on n'a pas le choix. Et on travaille beaucoup de notre côté avec les déterminants sociaux. Alors, nécessairement qu'on va parler à un moment donné de revenus, d'éducation. Non, nécessairement, on est en contact avec les services qui sont disponibles, les partenaires dans la communauté, les écoles, avec les organismes communautaires. Peu importe, on va donc toujours travailler en interdisciplinarité. Quelqu'un voudrait ajouter? Bien, peut-être je peux ajouter, c'est la même chose en fait pour les psychologues. Peut-être ça serait intéressant de juste de faire une petite distinction entre la multidisciplinarité puis l'interdisciplinarité parce que on se demande souvent, ben qu'est-ce que c'est? La multidisciplinarité, en fait, c'est chacune de nos disciplines qui regardons un problème, chacun à notre façon, alors que l'interdisciplinarité, c'est chacun de nous qui regardons le problème avec notre lunette, mais on met ça ensemble.
Donc, il y a quelque chose de fédérateur. On met ça ensemble pour qu'il y ait une synthèse, pour qu'il y ait quelque chose de commun dans un plan d'intervention. Et ce que je dirais, c'est que c'est sûr que du côté des psychologues, on travaille beaucoup sur les cognitions, les émotions, les relations, les comportements. On ne le fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'en santé mentale, moi, j'ai travaillé en santé mentale toute ma vie. Avant d'être présidente d'ordre, je travaillais dans un hôpital psychiatrique où on avait des cas lourds. C'est impossible qu'un professionnel travaille tout seul. Alors, ça prend un ensemble de services puis un ensemble de professionnels pour traiter la santé mentale. Et puis, c'est important, justement, de savoir dans une équipe qui fait quoi. Puis, je vais vous dire, ça dépend beaucoup de... Parce que les champs d'exercice, en fait, c'est une chose, mais ça dépend beaucoup de la maturité des équipes. Ça dépend beaucoup de la maturité des individus, de la personnalité des individus, de ce qui les rallie pour travailler ensemble, de la complexité de ce qu'ils ont à affronter, de la confiance qu'ils se font. Puis quand on a des équipes fonctionnelles, vraiment, ça va bien, puis ça donne une richesse puis une diversité de services en santé mentale aux patients, où qu'on soit. J'ajouterais, c'est intéressant, exactement pour renchérir sur ce que Christine disait, c'est qu'il faut aussi avoir le contexte pour le faire. J'ai eu la chance, moi, dans le courant de ma carrière, de travailler en réadaptation physique. J'étais un des premiers psychoéducateurs à travailler en réadaptation physique. Comment ça l'intègre un centre de réadaptation physique, un psychoéducateur? Bien, je l'ai fait à travers des années, Oui. mais ça a été beaucoup par l'écoute, de la compréhension des différents professionnels qui étaient autour, justement pour comprendre nécessairement le champ d'exercice de chacun, mais comment qu'ensemble, on pouvait comprendre une situation, réussir à bien la définir selon nos différentes visions, mais aussi comment on pouvait aborder le problème avec la personne au centre, toujours pour pouvoir lui donner les leviers nécessaires avec les différentes recettes qu'on pouvait lui apporter, avec les différents leviers qu'on pouvait y avoir pour pouvoir l'accompagner. Donc l'interdisciplinarité, pour moi, c'est essentiel. C'est même, je dirais, là, dans notre ADN de psychoéducateur, je crois, de devoir comprendre l'environnement de la personne, comprendre l'environnement de l'équipe avec laquelle on est. Mais c'est aussi quelque chose que j'inviterais tout le monde à pouvoir se munir. On a la chance au Québec d'avoir un système professionnel hyper bien garni, avec plusieurs professionnels. Ce que je crois qu'on va devoir avoir comme réflexion, c'est de comment, justement, on va être en mesure de l'adapter à chacune des particularités régionales, les particularités des clientèles, et même, si on regarde à Montréal, même par la particularité des différents quartiers, pour que chacun puisse apporter leur couleur, mais avoir aussi un réseau qui est en mesure de se rendre flexible à cette interdisciplinarité-là, pour que les gestionnaires, notamment, puissent être en mesure de fournir à la population le meilleur service et le meilleur contexte aux professionnels pour exercer cette interdisciplinarité-là. Je dirais pour conclure, pas sur l'interdisciplinarité, au final, c'est de penser justement aux patients, donc d'être centré sur ses besoins. Le multi ne nous donne pas nécessairement la chance de prioriser les besoins versus l'inter, puis d'avoir, c'est peut-être pas nécessairement le bon terme, mais un messager à un moment donné de donner le message, parce que la pire des choses qu'on peut faire auprès d'un usager, c'est d'envoyer 4 messages différents. Ça, je vous dirais que c'est premièrement inefficient, ce qui n'est pas actuellement dans notre contexte sociétal ce qu'on souhaite comme système de la santé. Donc, je vous dirais que ça, c'est une force. Il faut le favoriser. C'est sûr que ça a été dit. La première des choses, c'est déjà de se comprendre, nous, comme professionnels, qu'est-ce qu'on peut apporter. C'est pas nécessairement interchangeable, mais on comprend qu'à un moment donné, on peut répondre à un besoin de différentes façons. Puis on sait que, excusez-moi l'anglicisme, mais le timing, c'est très important. Plus qu'on attend, on n'est plus dans la prévention. La complexité des dossiers fait en sorte qu'on n'est pas capable de donner des services à autant de personnes qu'on pourrait. L'inter, c'est une force pour y pallier. Oui. Christine, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose. Bien, peut-être un dernier petit mot. C'est-à-dire qu'un des ingrédients importants de l'interdisciplinarité, c'est de se rencontrer. Puis là, j'insiste, pas des rencontres administratives, surtout pas, des rencontres cliniques où justement chacun des professionnels que nous sommes discutons du caseload des patients, de leurs besoins, de la façon qu'on a de comprendre ces patients-là, de qu'est-ce qu'on peut leur apporter, puis de comment on peut développer les services justement pour faire une offre à ces patients-là. Alors, c'est pas du temps perdu, c'est surtout pas des rencontres à d'autres fins que des fins cliniques, mais c'est une mise en commun justement pour une meilleure compréhension des besoins des patients.
Si je résumerais ça, en fait, c'est comme si en multi, on travaille un peu chacun notre tour ou chacun de notre côté, tandis qu'en interdisciplinarité, ben, on peut utiliser chacun ce que l'autre fait et s'aider à se propulser, puis poursuivre dans la démarche tous ensemble, ça va beaucoup plus vite et c'est propulsé. Puis Christine, vous amenez l'introduction par rapport aux services. Et où on est chanceux, on a plusieurs professions en santé mentale au Québec, on a même plusieurs services de disponibles. J'aimerais beaucoup vous entendre développer sur, par exemple, les services sociaux et les services de santé mentale de la première ligne. C'est quoi leur nature? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Et en quoi ils sont complémentaires? Bien, moi, là-dessus, je pense que c'est important pour la population de comprendre que, parce que les deux sont importants, on s'entend, puis je dirais, il y a 3 services qu'on doit donner en première ligne, à des services de santé physique, des services sociaux, puis des services de santé mentale. Mais il y a souvent une confusion sur ce que sont les services sociaux, ce que sont les services de santé mentale, et c'est très complémentaire. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'on a à la fois besoin de services de santé, c'est-à-dire d'évaluer, de traiter, et aussi de services sociaux généraux. Ça reste complémentaire, mais il faut qu'il y ait une compréhension claire que ce sont des services différents qui doivent être offerts, puis qui ne doivent pas être offerts à géométrie variable, qui doivent être offerts partout en première ligne. Oui, Pierre-Paul. Oui, bien, écoutez, j'ai déjà été chef de service des équipes de santé mentale et il faut voir un peu 2 angles. Hein. Tous les services de première ligne. Donc, ce n'est pas des gens là, qui ont déjà un diagnostic de santé mentale. Je vous donne un exemple très concret. Une dame monoparentale, 2 enfants, 11 ans, 4 ans. Hein, cette personne-là reçoit un avis que son logement ne sera plus disponible le 1er juillet. Alors, cette personne-là, elle n'a pas un trouble de santé mentale. Là, elle commence à faire du stress. Là. À un moment donné, elle va se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Faut-il être capable de me trouver un logement? Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, etc. Et là, à un moment donné, elle va probablement développer de l'anxiété. Hein. Et c'est là qu'elle a besoin d'avoir des services sociaux généraux, d'arriver. Et tout à l'heure, j'ai adoré M. Carman et Mme Dorismond quand ils parlaient de redonner la place au CLSC. Tout le monde connaît son CLSC. Et là, quand on arrive au CLSC, bien, il y a les services d'accueil psychosocial qui est là pour pouvoir recevoir cette personne-là et la mettre en contact avec des ressources du milieu, avec d'autres intervenants, mais de pouvoir l'accompagner hein, dans ses difficultés d'ordre social. Hein. Et là, on parle des services sociaux généraux. Et dans le PQ-PTM, le Programme québécois de traitement de santé mentale, hein, c'est bien indiqué, la porte d'entrée pour les services de santé mentale dans le réseau passe par les services sociaux généraux. Les services sociaux généraux, c'est 6 choses. L'accueil social, donc je me présente, j'ai un service en CLSC. C'est info social, option 2. C'est le service de crise 24/7. C'est services sociaux court terme, services psychologiques court terme et le volet psychosocial en sécurité civile lorsqu'il arrive un sinistre ou une tragédie majeure. Donc, cette personne-là va arriver au CLSC, elle va être prise en charge par l'équipe des services psychosociaux, que je ne vous cacherai pas qui a été très dégarnie. Depuis une dizaine d'années, on a eu tendance même presque à les faire disparaître. Et là, je sais, puis nous, comme ordre, on a constamment revenu à dire, bon, mais il faut remettre la place des CLSC, et je sens vraiment cette volonté-là actuellement, et je tiens à le souligner. Donc, la personne va se présenter à cet endroit-là et elle va recevoir les services. On va la mettre en contact avec d'autres partenaires dans la communauté. On va être en interdisciplinaire à travers de tout ça. Hein. Et si ça devenait quelque chose de très important et qu'on n'a pas pu régler dans les services sociaux généraux, à ce moment-là, on s'en va comme en 2e ligne, donc en équipe de santé mentale, pour qu'elle puisse recevoir son besoin. Oui. J'avais hâte de voir comment ça se passerait, cette partie-là du panel. Oui, Christine, je te vois réagir. Bien, en fait, dans les services sociaux généraux, effectivement, il y a du soutien psychologique court terme. Moi, personnellement, je pense que si on veut régler puis améliorer la santé mentale au Québec, il faut vraiment ajouter des services de santé mentale en première ligne. Parce que la majorité des troubles mentaux courants, on ne se le cachera pas, parce que l'exemple que M. Malenfant donne est excellent. Mais je peux donner d'autres exemples de personnes qui vont avoir, par exemple, un deuil à faire ou un épisode dépressif, un premier, ou encore un adolescent qui a un trouble anxieux. La majorité des troubles mentaux courants, là, c'est des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Et si on les traite brièvement, et ça faisait aussi partie de la promesse du PQ-PTM, bien justement, ils ne se retrouveront pas en 2e ligne. Alors, pourquoi
pourquoi attendre qu'un problème se complexifie? Moi, je pense qu'il faut offrir ce service de santé mentale, donc qui va être un service d'évaluation et traitement. Et pourquoi la personne ne pourrait pas avoir accès justement à quelqu'un qui lui signe un arrêt de travail pour 2 semaines ou encore qui lui prescrit un traitement, qui lui offre un traitement qui va être relativement bref. Je pense qu'il faut vraiment développer aussi des services de santé mentale de première ligne, puis il faut les bonifier parce qu'il y en a déjà eu et je pense qu'on améliorerait beaucoup parce que de toute façon, si on veut travailler sur la santé mentale, il faut la regarnir la première ligne, il faut travailler sur l'éducation, la prévention, mais aussi sur le traitement des problèmes de santé courants. Merci, Christine. Félix David, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien, c'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi également, d'être en mesure d'avoir un accueil psychosocial, puis même, je dirais, biopsychosocial dans certains cas, parce que les trois sont interreliés, puis d'avoir les leviers nécessaires, encore une fois, de par les réalités régionales dans lesquelles on est, de par les réalités de la population dans lesquelles on est, d'offrir un service qui est ajusté aux besoins de la personne. Donc, d'avoir ces leviers-là en premier lieu, en première ligne, bien entendu, d'avoir ces arrimages-là, d'être en mesure de faire des liens entre les différents professionnels rapidement, d'avoir une équipe qui se dit, puis souvent, on parle de première ligne, puis j'ai un peu de misère avec pour avoir travaillé quelques années en CLSC, j'ai un petit peu de misère avec le CLSC, le CLSC, avec la façon dont au Québec, on peut avoir cette distinction-là entre les différents paliers, hein, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. J'aimerais qu'on les voit davantage comme étant parallèles. C'est de pouvoir avoir une intervention qui est linéaire, mais à la fois où on peut, oui, avoir un certain besoin de deuxième ligne à un certain moment, puis OK, on va travailler en interdisciplinaire, puis en intersectoriel aussi, tout dépendamment des besoins de la personne. D'avoir cette flexibilité-là, d'être en mesure d'offrir cette flexibilité-là à la population dans les CLSC, selon moi, mais aussi au niveau communautaire. Le CLSC, on le dit, hein, Centre local de services communautaire. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui font appel à la communauté locale, des besoins locaux de la personne. Puis à mon avis, autant pour les intervenants que pour les gestionnaires, que pour toutes les instances concernées, l'importance d'avoir cette flexibilité-là, d'offrir d'une bonne évaluation en premier lieu, rapide, pour offrir les meilleurs services selon les meilleures pratiques le plus rapidement possible. Oui. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire, Christine, par ne pas avoir une offre de service à géométrie variable, tu sais, qu'à une place, c'est certains services, Exactement. à l'autre place, c'est différent? Exactement. Puis en première ligne, je veux dire, tu sais, les services de santé mentale ne doivent pas être qu'en seconde ligne. Donc, ils doivent être en première ligne aussi et pas à géométrie variable. Et j'aime bien l'idée de, c'est pas nécessairement un entonnoir. Tu sais, ça devrait être parallèle, effectivement. OK. Puis pour amorcer, par exemple, notre dernier point, le plus gros point du panel, j'aimerais beaucoup que vous nous partagiez un peu vos réflexions concernant l'accès aux services présentement dans le réseau de la première ligne et également peut-être discuter de pistes de solutions. Comment est-ce qu'on pourrait mieux collaborer tous ensemble? Comment est-ce qu'on pourrait se recentrer sur le besoin des patients pour offrir justement un meilleur accès? D'emblée, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a eu comme nouvelle par rapport au ministre Carman et les services sociaux, c'est dans la bonne direction. Sincèrement, pour moi, je suis agréablement surpris parce que je pense qu'on le mentionnait, mais ce n'était pas nécessairement énoncé. Si je vous posais la question avant ce matin, puis c'est encore le cas, ce n'est pas nécessairement réglé, mais même pour nous, c'est difficile de savoir si j'ai un problème actuellement en santé mentale, comment je fais pour avoir accès. Vous le savez, généralement, le réflexe, si vous n'avez pas de médecin de famille, on s'en va à l'urgence parce qu'à un moment donné, on cherche justement la solution. Puis il ne faut pas oublier, quand on est en situation de vulnérabilité, ce n'est pas là qu'on est capable de réfléchir, de savoir exactement toutes les possibilités. Moi, je suis rassuré de savoir justement qu'on ressent dans les CLSC d'avoir justement les services de première ligne parce que généralement, puis je pense que vous êtes parmi dans la salle, d'avoir un accès à un psychologue, psychoéducateur, ergothérapeute en première ligne pour la santé mentale, c'est difficile actuellement. Puis je parle pour les professions qu'on est ici versus au niveau des services sociaux. Donc, je pense que ça, c'est une façon aussi d'aller beaucoup plus dans la prévention, ce qui, au niveau sociétal, va nous aider beaucoup à donner plus de services, mais aussi, au final, c'est les personnes qu'on va être beaucoup mieux servies à moindre coût. Puis je vous dirais que ça, c'est quelque chose qu'on doit réussir à faire prochainement. Sinon, malheureusement, on reste dans le même cercle vicieux parce que je vous dirais qu'on parle souvent le public versus le privé, mais ici, l'objectif, c'est de savoir c'est où j'ai accès si je veux avoir un des professionnels aujourd'hui, parce que je compléterais, j'ai été un peu surpris, encore une fois, mais par rapport à tout ce qui est socio-professionnel au niveau de la CNSST, donc on voit que les ministères ont peut-être une possibilité de se parler par rapport à ce qui peut être fait.
en prévention, mais il ne faut pas oublier le travail. Ça ne prend pas nécessairement un accident. Si on n'est pas bien avec soi-même, il se passe quelque chose à la maison, ça a un impact sur le travail et c'est là qu'arrivent soit des accidents ou qu'on se retire en invalidité. Puis je vous dirais que le dysfonctionnement, c'est ce qui nous fait mal comme société parce qu'on n'est pas capable de rattraper et de savoir qui doit s'en occuper. Donc, d'avoir cette cohérence, de le mentionner, on est déjà, je pense, à la première étape. Je voudrais... Je peux y aller. Écoutez, je suis père aidant. J'ai un proche qui a un trouble de santé mentale. Je connais très bien le réseau de la santé et des services sociaux. Actuellement, la situation est difficile et on ne sait même pas où aller. Je pense qu'il y a un rôle très important. Puis quand j'ai entendu ce matin, à la fois Mme Bélanger et j'ai entendu M. le ministre et Mme la députée, je pense qu'il y a une sincère volonté en fait, de changer cette situation-là. Tout le monde connaît les CLSC. Tout le monde, on va sur la route, on voit une affiche CLSC 2 km à droite à un moment donné. On a tous été au CLSC pour vacciner nos enfants, etc., etc. Donc, cette porte d'entrée-là, il faut la remettre en place. Je vais vous conter une anecdote. Moi, je pense que le gouvernement, les gouvernements successifs, ont un peu erré à un moment donné par rapport aux services sociaux. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été expert en intervention psychosociale en sécurité civile. Le modèle qu'on a au Québec actuellement, j'ai travaillé ça avec le ministère, c'est toujours ça qui est actif. Et j'avais produit, lorsqu'est arrivée la tragédie de Lac-Mégantic, j'avais produit des fiches d'information psychosociale. Un sinistre est arrivé, mon enfant a été confronté à un événement traumatique. Bon, il y a 6 fiches, je suis en deuil, etc. Et la dernière page est indiquée, vous avez besoin d'aide. Allez à votre centre de service du sinistré de la municipalité. Il y a des intervenants qui sont là. Composé le 811, option 2. Et il y avait CLSC. À un moment donné, il y a quelques années, il y a des collègues qui m'informent: Ah, M. Malenfant, ils ont changé les fiches d'information psychosociale et c'est plus la mise en page, quelques petites corrections là-dedans. Et à l'endos, on a enlevé CLSC et on a mis GMF. Là, la tragédie de Laval est arrivée. Et là, il y a des TS qui me disaient: Comment voulez-vous qu'on donne ça à un moment donné aux personnes qui sont impactées de dire allez au GMF? Ils ne peuvent pas aller au GMF, il faut qu'ils aillent au CLSC. J'ai écrit au ministère et on m'a répondu une grande lettre pour expliquer qu'il fallait être ouvert, etc. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut redonner la place au CLSC. C'est un modèle qui existe, qui a été négligé de gouvernement en gouvernement, et il faut redonner la place. Et il y a là des services, il y a des équipes interdisciplinaires qui sont sur place. Il ne faut pas oublier non plus les organismes communautaires. Les organismes communautaires sont très impliqués en santé mentale. Il y en a qui sont très spécialisés, il y en a qui sont très plus généralistes. Les GMF ont un rôle très important à jouer également. Et aussi, bien sûr, à l'urgence, ça nous prend des intervenants, parce qu'il y a des gens qui arrivent en crise pour pouvoir recevoir le service. Les aires ouvertes, que le ministre a parlé tout à l'heure. Alors, je pense qu'il y a des mécanismes. On aurait besoin d'une bonne campagne pour pouvoir vraiment clarifier parmi la population: voici, vous avez des difficultés dans la vie, rendez-vous à votre CLSC. Et les autres ont tous un rôle à jouer, mais que ce soit la porte d'entrée pour 0-100 ans. Je pense qu'il y avait Christine et Félix David qui voulaient peut-être ajouter. Merci. C'est très galant. Moi, je vous dirais que, évidemment, j'ai entendu beaucoup de patients dans ma vie, dans mon bureau, et j'ai été proche aidante, très proche, pour 3 membres de ma famille. Alors, l'expérience client, je la connais à travers les patients que j'ai entendus, puis à travers ma vie personnelle. Puis je dirais que, où que ce soit qu'on met les services, parce que je pense que les GMF puis les CLSC, c'est les services de proximité, puis le communautaire aussi, mais où que ce soit, il ne faut pas que ce soit à géométrie variable. Donc, parce qu'actuellement, c'est le cas et ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on devrait réfléchir l'offre de service la même pour la population partout, d'une part. D'autre part, c'est clair qu'en première ligne, il faut travailler à la fois sur l'éducation à la santé mentale, puis il faut le faire en partenariat avec les maisons d'éducation. L'éducation à la santé mentale, la prévention, les autosoins, ça, on va faire ça en première ligne. Le sans rendez-vous, pour moi, c'est la façon de désengorger les urgences, puis c'est là que les gens vont aller frapper, puis il faut répondre, il faut livrer. Et pour moi, puis je le répète, j'insisterai jamais assez, les services sociaux généraux sont essentiels, mais il faut qu'il y ait des vrais services de santé mentale, première ligne aussi. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Puis je pense qu'on va beaucoup aider notre cause et la cause de la santé mentale si on arrive à faire ça. Merci. Félix David. Oui, bien, j'irai en peut-être 4 points. La première chose, Christine en faisait part, au niveau de la sensibilisation et l'éducation de la population, nécessairement de bien comprendre c'est quoi la santé mentale. Comme
on le définit entre nous, etc. Mais je pense que la population générale doit l'avoir, d'avoir des campagnes de sensibilisation afin de prévenir. Il y a aussi l'intégration des services, c'est un peu dans le même parallèle que je disais un peu plus tôt, au niveau d'avoir des lignes plus parallèles, mais aussi d'être en mesure de pouvoir intégrer, par exemple, avec un suivi médical, un suivi psychoéducatif, un suivi en travail social, en psychologie, etc. Donc, d'avoir une intégration beaucoup plus holistique. Hein? Bon, c'est peut-être Englobant. Exactement, c'est peut-être ma formation professionnelle de psychoéducateur qui veut ça aussi, là, mais de pouvoir intégrer l'ensemble des ressources et mettre à la disposition de la clientèle le plus rapidement possible les services dont ils ont besoin, puis rapidement, pas d'attendre après un service, de dire, ben, je vais te mettre sur cette liste d'attente-là, je vais te mettre de trouver une façon. Je sais que ce n'est pas évident, là, j'ai peut-être une vision de licorne, là, mais c'est vraiment d'avoir cette vision-là, d'être en mesure d'aller chercher ces services-là le plus rapidement possible. L'autre chose, Pierre-Paul en parlait tout à l'heure, le développement des ressources communautaires, ça devrait être celle-là, l'avant-première ligne, à mon avis. Donc, ça devrait être celle-là qu'on est en mesure, comme population, d'aller se référer plutôt que d'aller vers le CLSC. Aussitôt qu'on ressent, en même temps que la prévention, en même temps que la sensibilisation qu'on a en lien avec nos besoins, en lien avec notre santé mentale, d'être en mesure de dire quel organisme peut m'aider, par exemple, au niveau de la recherche d'emploi, il y a les CJE, etc. Comment je pourrais avoir de l'aide alimentaire dans certains cas qui va pouvoir me soutenir en lien avec mes besoins de base, avant que ça devienne problématique et avant qu'on ait justement à avoir à des besoins plus d'ordre au niveau de la santé mentale. Il y a une chose également qui me revenait et qui était assez éloquent, c'est aussi de permettre, puis oui, il y a les CLSC, il y a les services, mais également les ressources physiques. Étrangement, il y a des recherches qui démontrent, il y avait une recherche qui avait été faite justement, là, je pense que c'était une chercheuse en travail social dans la région de Québec qui avait soulevé que les quartiers les plus défavorisés n'étaient pas ceux qui présentaient le plus haut taux de cas de négligence au niveau de la protection de la jeunesse. Ce qui démontrait, puis c'était même pas quelque chose qui était nécessairement corrélé. Donc, ce qu'on démontrait, c'est que ceux qui avaient le moins de signalements étaient nécessairement ceux auxquels il y avait plus d'accès au parc, plus d'accès aux piscines, aux activités publiques, aux ressources communautaires, aux ressources proximales à l'environnement pour éviter l'isolement des familles notamment. Donc, on le sait, avoir des enfants, c'est pas toujours évident, mais voilà, d'avoir accès à des services rapidement pour aider la population qui pouvait vivre. Donc, on est vraiment dans une vision holistique des besoins de la population en lien avec la santé mentale. Il faut arrêter de mettre toute la pression sur les ressources, l'accès, mais il faut aussi réfléchir à comment on répond à nos besoins au niveau de la santé mentale. Et finalement, la dernière chose, bien sûr, on vous en a parlé un petit peu, mais la formation des professionnels sur les particularités des différents professionnels, de comprendre comment qu'on peut utiliser, je vois ça comme un peu une grande soupe, si on veut, une bonne soupe, là, on va le dire comme ça, là, où il y a plusieurs professionnels qui peuvent répondre à certains besoins et auxquels les gestionnaires doivent avoir accès pour ouvrir des postes. Hein. On parle des nutritionnistes, je regarde Joël, on pense aux nutritionnistes, on pense aux orthophonistes aussi, mais on pense à tous les autres professionnels qui sont dans le cadre du système professionnel et autres intervenants également pour pouvoir répondre aux besoins de la population puis de permettre aux gestionnaires intermédiaires que je pense en CLSC de pouvoir avoir la bonne recette pour répondre aux besoins de leur population. Et pas seulement au niveau là, de ce qui est offert par le ministère, ce qu'on dit, puis ce qu'on dit que dans tel programme, on doit avoir telle chose. On doit avoir cette flexibilité-là et se l'offrir comme société. J'ai une question qui m'est venue en tête, puis en toute connaissance de cause, je ne sais pas, peut-être que c'est le cas présentement, mais je me questionnais à savoir au niveau de la formation des professionnels, est-ce qu'à l'intérieur des cours universitaires, il y a au moins un cours ou un moment où on enseigne les champs de pratique puis les autres professions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans un but après ça qu'il y ait une facilité à faire de l'interdisciplinarité sur le marché du travail? Moi, je dirais que ça s'apprend davantage sur le terrain, dans les internats, parce que justement, les étudiants travaillent en interdisciplinarité. OK, parfait. Ben, de notre côté, vous comprenez, si on a un bac 3 ans, puis là, on se décidait de dire, bon, mais là, dans chacun des secteurs où on fait du travail social, dont santé mentale, on se met à faire des cours et tout ça. Imaginez-vous, là, en périnatalité, c'est vrai, il y a l'itinérance aussi, la violence conjugale aussi, où il y a la maltraitance pour les personnes âgées, à un moment donné, ça ne finirait plus. Donc, c'est une formation qui est très généraliste, qui nous permet par la suite d'intégrer. Moi, j'ai fait mon bac, un vieux 1983, j'ai fait mon bac en organisation communautaire, intervention de groupe, à un moment donné. Et j'ai eu un poste ensuite de ça en santé mentale adulte. Et là, il fallait que je fasse du clinique. Je suis allé me former et ça a été facile de me former là, parce que j'avais déjà une base très générale où il était possible de rentrer des aspects cliniques. Donc, il y a une responsabilité, oui, au programme de formation universitaire, mais aussi de l'employeur et de chaque membre de notre professionnel. C'est dans les obligations de maintenir notre niveau de formation
Super. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en avait qui voulaient ajouter un dernier point? Je rajouterais peut-être une chose aussi comme opportunité qu'on a actuellement, qu'on s'est doté comme société. Justement, Pierre-Paul le dit, avant le bac, c'était pas nécessairement le bac en travailleur social, tout ça, mais je pense que toutes les professions, puis c'est pas juste sur le panel, mais aussi que ce soit nos collègues de la santé mentale, on est quand même 9 ordres qui est représenté. Le rehaussement des compétences a été fait dans les années 2000 et on a le fruit aujourd'hui, que ce soit, moi je pense aux ergothérapeutes, c'est maintenant une maîtrise. Auparavant, c'était un bac jusqu'aux années 2008. Je pense que c'est à voir aussi pourquoi on fait autrement. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'a pas accès à un médecin ou c'est de dire, bien, finalement, on a peut-être plus de compétences aujourd'hui parmi la population, parmi le bassin de professionnels, puis saisissons cette opportunité. Je pense qu'il faut se le dire, il y a un changement qu'on a pu faire dans la dernière décennie et qu'on concrétise, parce que veut pas, ça s'est pas fait en 2-3 années. Oui. Oh. Oui, ben moi, j'ajouterais peut-être une dernière chose aussi au niveau de l'accès et au niveau de la qualité des services, parce qu'on parle beaucoup d'accès, mais moi, j'aime beaucoup parler d'accès à des services de qualité. Je pense que quand on gère des services de première ligne, ça prend du leadership, mais il faut aussi être à l'écoute des cliniciens qui sont sur le terrain, parce qu'il n'y a personne qui est aussi près des besoins de la population que les gens qui traitent cette population-là. Fait que je pense qu'il faut ramener un discours où il y a des directives qui descendent, une organisation qui se fait, mais qu'elle ne soit pas juste top-down, qu'elle soit aussi bottom-up, qu'on aille dans les deux sens si on veut vraiment se rapprocher davantage des besoins de la population. Oui. On a eu une rencontre il y a 2 semaines avec le ministère où on nous a parlé des réseaux locaux de services. Alors, on a fait « wow ». Vous savez, les réseaux locaux de services, c'est les territoires de MRC puis les territoires de quartier. C'est les territoires habituellement de CLSC et tout ça. Et donc, il semble y avoir une volonté de revenir vers les réseaux locaux de services. Et je pense, moi, que le ministre Carman, avec la députée Doris Monne, peuvent jouer un leadership dans la société québécoise, parmi les ministères, éducation, les affaires municipales, solidarité sociale, ministère du Travail, tous les municipalités, tous les acteurs, les forces vives des communautés, on se connaît dans nos réseaux locaux, on sait qui fait quoi. Donc, de vraiment ramener autour des réseaux locaux toute cette dimension-là. Et ce n'est pas une responsabilité. Il faut vraiment éviter de dire « Ah, santé mentale, c'est les autres professionnels, c'est les spécialistes, c'est l'hôpital, c'est le CLSC ». C'est une responsabilité. 20 de la population, on fait partie de ça. On va vivre au cours de notre vie des épisodes de santé mentale. Et c'est un enjeu, je pense, qui couvre l'ensemble de la société québécoise. Et je pense que le gouvernement, le ministère, a un leadership à jouer pour mettre autour de la table tout ce monde-là, mais autour d'un réseau local de services. Merci pour le mot de la fin. Écoute, vous avez tellement fait un excellent travail de synthèse qu'il nous reste finalement 9 minutes pour peut-être une petite période de questions. On va vous inviter à utiliser le micro, lever la main, quelqu'un va se déplacer. Je vous invite également, comme nous sommes plusieurs, à préciser à qui votre question s'adresse, que ce soit à un ou plusieurs panélistes. J'ai une grosse voix, par exemple. Ben oui, allez-y. Allez-y. Bernard Cyr, je suis le directeur général adjoint du CIS de la Montérégie-Ouest. La question est vraiment pour le panel. OK. On est vraiment dans une situation particulière en lien avec la pénurie de personnel. Les cas sont extrêmement complexes, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. Et on n'a pas beaucoup parlé du décloisonnement des actes professionnels actuellement. On entend parler, on regarde un petit peu, là, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Puis justement, dans le secteur de la santé mentale, vous m'avez dit 7 ordres, là, je pense. 9. Ah mon Dieu, j'en ai oublié 2. Donc, 9 ordres qui sont là. Donc, ça fait quand même beaucoup de professionnels, de types de professions. J'aimerais ça quand même vous positionner par rapport à ça pour justement, puis je fais le lien avec la première ligne. Bon, comme directeur général adjoint, vous le dites, il ne faut pas que ce soit top-down, top-top. On veut écouter notre monde, mais au bout de la ligne, des fois, quand je me tourne de côté, j'en ai pas une quantité industrielle de psychologues, j'en ai pas une quantité industrielle de travailleurs sociaux, je n'ai pas une quantité industrielle d'ergo. Comment on peut faire en sorte maintenant, avec le panier de services puis les actes professionnels qu'on doit donner, qu'on peut peut-être avoir une meilleure flexibilité pour donner ce service-là à la première ligne? Qui voudrait se prononcer? On va avoir 3 heures, si vous voulez. Moi, ça pourrait effectivement être 3 heures. En fait, moi, je dirais qu'il y a 2 parties de réponse à la question.
j'ai dit au début, ça prend un ensemble de professionnels pour adresser les problèmes de santé mentale. Puis, tu sais, M. Malenfant disait qu'il y a 20 de la population qui vont éprouver un trouble mental dans la vie. Il n'y a personne qui est à risque, qui n'est pas à risque d'avoir une fracture de l'âme, là, je le dis souvent. Mais, tu sais, c'est plus de 40 des consultations dans les cliniques de médecine familiale où on désengorgerait si on adressait ces problèmes-là. Alors, à savoir, le décloisonnement, bien, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des activités réservées. Les activités réservées ont été réservées par le législateur parce qu'ils sont considérés comme étant au risque de préjudice, puis on s'est penché pendant des décennies sur qu'est-ce que ça prenait comme formation pour être capable d'utiliser ces activités-là. Puis là, je vais donner les deux dont je parle le plus souvent, par exemple, l'évaluation des troubles mentaux, le diagnostic en santé mentale, puis la psychothérapie. Mais il y en a 13 activités réservées au total. En dehors de ça, dans les services, il y a une gamme de services qu'on donne. Et je pense qu'on est en train de se pencher actuellement sur qui peut faire quoi. Et quand on regarde un petit peu les intervenants qu'on peut avoir dans le réseau, en fait, le problème, c'est pas de les avoir, c'est de se demander qu'est-ce qu'on va leur confier comme tâche, puis comment on va les encadrer, comment on va les superviser. Puis si on était capable de réfléchir à ça, avant, justement, que l'offre de service se fasse, je pense que tout le monde serait rassuré. Parce que, puis l'autre aspect de la réponse, c'est, bien, quand on a besoin de certains services, on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire pour les remplacer, puis on peut se demander aussi qu'est-ce qu'on devrait faire pour les obtenir. Et puis là, la réponse, c'est peut-être une partie des deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour les obtenir, ces services-là dont on a besoin, puis pour pas qu'ils soient à géométrie variable, comment on va faire pour les attirer, ces professionnels-là, et comment on va les compléter, puis comment on va dessiner justement cette offre de service-là. Mais cette réflexion-là, elle doit se faire. Je pense que d'un premier temps, il faut d'abord décloisonner les programmes universitaires. En travail social au Québec, là, dans les 10 universités où il y a un programme, il rentre 900 étudiants. Il en sort 800 à chaque année. Savez-vous combien il y a de formulaires qui sont complétés par des personnes pour déposer des candidatures dans les programmes de travail social? Il y en a plein de monde qui veulent faire du travail social. Il y a 5000 formulaires par année. Et moi, je parle régulièrement aux écoles de travail social au Québec. Ils me disent, « Monsieur Malenfant, nous, on est prêts. On n'a pas de budget. On nous dit, on n'a pas de consigne. Écoutez, la dernière année, ils ont eu comme possibilité d'augmenter de 60. Le ministre Carman le dit, il manque 1500 TS dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il faut dire aussi, il y a une chose, là, il y a comme un peu un éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas trop parler. Là. Il existe aussi toute une dynamique de déprofessionnalisation. Comment se fait-il qu'on ait un titre d'emploi dans le réseau de la santé et des services sociaux qui s'appelle agent de relations humaines, pour lequel ça prend un baccalauréat en sciences humaines, en sciences sociales, et entre parenthèses, dans la description, on dit notamment en travail social, en criminologie ou en psychologie. Alors, comment ça se fait que ces gens-là, qui ont un baccalauréat, on leur donne un titre d'emploi d'agent de relations humaines, qui ne sont pas soumis à aucune inspection, qui ne sont pas obligés de faire de la formation continue et tout ça. Alors, quand nous, on nous parle de décloisonnement, on dit oui, décloisonnons. Moi, j'aime ça, que les médecins confient des choses aux infirmières, aux IPS. J'ai rien contre ça. Mais quand on arrive pour dire, bien là, on va confier à des non-professionnels régis par le système professionnel, qui ne sont pas soumis aux mêmes responsabilités, c'est un peu notre problème des sciences humaines. Vous savez, les médecins, quand ils deviennent gestionnaires, qu'ils deviennent enseignants, ils restent médecins, les architectes font la même affaire, les ingénieurs font la même affaire. Et là, on se retrouve, nous, dans nos professions, avec des gens qui, au lieu de maintenir un titre d'emploi, une fierté professionnelle, vont plutôt dire, ben, non, moi, je deviens RH. Au diable les autres professionnels, au diable l'inspection, au diable les plaintes au syndic, au diable la formation continue obligatoire. Voilà. Oui, il y avait une deuxième question. Je suis en soutien à cette énoncé-là de mes collègues. J'aurais peut-être deux réflexions, deux éléments de réponse aussi à fournir. Je suis en pleine tournée présentement. Je vous réponds aussi. Je suis en pleine tournée présentement des établissements. Je suis présidente de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec pour aller à la rencontre des nutritionnistes. Puis un élément de réponse qui m'est souvent partagé ou une graine de réflexion, c'est
au sein des établissements, j'ai la perception qu'on traite encore trop la santé mentale et la santé physique de façon distincte, alors qu'on parle de plus en plus de une santé. Ça m'est nommé concrètement par les professionnels qui me disent, on a observé, nous, une recrudescence de troubles des conduites alimentaires depuis la pandémie notamment, et j'ai énormément de diététistes qui me disent, j'ai besoin de soutien en psychologue, j'ai besoin de travailler en diade avec des psychologues, mais étant donné qu'on n'appartient pas au même département, pas au même, ces relations-là, elles sont très compliquées. Fait que je pense qu'on a un rôle de facilitateur à cet égard-là à jouer. Je vais te permettre de rebondir. Après, j'avais peut-être un autre petit élément, Christine. L'autre rôle, je pense que c'est un rôle qui est partagé par les autres professionnels et par les établissements. Votre question, elle était très pertinente tantôt quand vous avez demandé, est-ce qu'au sein des formations initiales, on voit ça, le rôle des autres ou l'étendue des compétences des autres professionnels? La réalité fait en sorte que dans la majorité des baccalauréats, on dit que c'est une belle chose, là, mais vraiment d'aller en connaissance de fond là, des actes de tout et chacun, c'est pas la réalité. On apprend encore à se connaître après 20 ans, 20 ans de carrière. Oui, sauf qu'il y a un rôle d'accompagnement qu'on peut jouer au sein des établissements et nous, comme ordre professionnel, auprès de nos professionnels, ça m'arrive très fréquemment, moi, de répondre à des professionnels qui me disent « Oui, mais un tel fait ça, puis l'autre fait ça », de les inviter à aller relire le code des professions, puis les champs d'activité des autres, puis les activités des autres. Nous, on essaie de se positionner de plus en plus en groupe, là, mais je pense que ça aussi, ça peut être soutenu davantage au sein des établissements. Merci. Moi, je vais juste répondre sur la santé globale parce que la posture qu'on a alors des psychologues, effectivement, c'est de ne pas cliver la santé. Et quand je dis qu'il faudrait peut-être ramener la santé mentale dans les services de santé puis la distinguer des services sociaux généraux, c'est exactement ça. C'est que dans le fond, quand on regarde les services de santé mentale, ils se donnent autant dans les services de santé physique, que ce soit en endocrinologie, en cardiologie, en oncologie, etc., qu'en santé mentale. Et il y a une santé, effectivement. Donc, il y a une santé globale avec une interinfluence de l'une sur l'autre. Merci. Troisième question, oui. J'aime ça. Ça suscite de l'intérêt, des questions quand même, comme panel. Merci beaucoup. Sylvain Dion, je suis médecin de famille en GMF-CLSC en Chaudière-Appalaches. Pour répondre à la question sur la formation, je suis également dans un GMFU. Avec les résidents de médecine de famille, on a des activités de collaboration interprofessionnelle qui sont organisées avec infirmières, stagiaires infirmières, stagiaires IPS, stagiaires en travail social également. Donc, il y a quand même des sensibilisations qui se font à ce niveau-là. Je voulais réagir sur tout ce qui s'est discuté. Puis tantôt, je voulais réagir même à Mme Doris-Simon sur la place du médecin de famille dans la santé mentale, première ligne. Ça a été évoqué tout à l'heure, là, 40 de nos consultations qu'on a comme médecin de famille. Puis, l'enjeu que l'on a actuellement, c'est comment intégrer le médecin de famille dans cette équipe-là. On parle. Tantôt, on a parlé de plein de professionnels, mais on en est aussi. Puis, je pense qu'on n'a pas été capable de regarder aujourd'hui comment on peut le faire. Puis, on ne se le cachera pas, ils ne seront pas tous en CLSC. Je suis en CLSC, moi, j'aimerais bien ça qu'il y ait plus de médecins en CLSC, mais ils vont quand même demeurer encore en GMF. Et la collaboration, l'interface devra se faire à un moment donné. On a des travailleurs sociaux dans nos équipes qui travaillent un peu là-dessus. Ils font les liens avec les équipes de santé mentale, mais on a quand même là un enjeu pour améliorer les services qu'on donne à nos clientèles parce que les médecins en GMF, je les connais bien, et ils souffrent de ne pas avoir suffisamment de soutien pour leur clientèle difficile. Donc ça, je pense que ça va être un enjeu très, très important pour les médecins souffrent, il faut les aider, mais c'est surtout le patient là-dedans là, qui va avoir besoin d'être mieux, qu'on s'organise mieux autour de lui et d'intégrer les médecins de famille dans cette équipe interprofessionnelle. Oui, Félix David de Vieux-Fessing. C'est de la musique à mes oreilles, oui, tout à fait. C'est une chose hyper importante. Puis quand on parle tout à l'heure, je parlais beaucoup de la ligne un peu transversale, puis pas d'aller de façon en silo, puis je vais communiquer avec le médecin, je vais demander ou je vais voir avec lui. Non, c'est de l'intégrer dans ces discussions-là. Puis quand on parle d'interdisciplinarité, Christine en faisait mention tout à l'heure, c'est pas de travailler chacun de notre côté, puis après ça, se mettre ensemble. Non, c'est de se consulter. C'est de ralentir, s'interroger, puis de réussir à trouver la bonne avenue pour que chacun des professionnels puisse mettre à profit, mettre au centre le patient, le client, peu importe comment on l'appelle. On trouvera une traduction où on l'appellera la même chose, là, mais le patient ou le client au centre des besoins, puis qu'ensemble, on trouve, selon avec l'expertise qu'on a, nos lunettes respectives, la meilleure solution. Maintenant, pour trouver les bons canaux de communication dans le réseau de la santé, selon les régions, je ne m'aventurerai pas là, mais il faut clairement... Non, on sera encore là demain matin, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ces corridors-là, puis ce que je pourrais dire aux médecins, c'est de ne pas hésiter à
communiquer avec les professionnels, en tout cas comme psychoéducateur, je pourrais dire que c'est la même chose pour les autres, on ne demande que ça. Souvent, aussi, on peut avoir les difficultés à rejoindre les médecins compte tenu de différentes choses, mais c'est d'avoir ce langage commun-là de je veux élargir peut-être la collaboration plutôt que d'écloisonner, je trouve ça un peu plus beau. D'élargir un peu la collaboration, bien, ça ne vient pas de moi, là, c'est justement le président du Collège des médecins qui soulevait ça. Donc, d'avoir cette collaboration-là autour d'une personne, mais de réussir à avoir ces canaux-là de façon plus fluide. Comment on va le faire, c'est la question, mais je pense que tous les professionnels s'entendent pour dire la même chose là-dessus. Il y avait Christine qui avait levé la main en premier, puis après ça, Alexandre. Moi, je dirais, en réponse à votre propos, mettons-les où est-ce qu'on veut, les services de première ligne. Ça n'a pas d'importance comment on appelle, en fait, l'instance, mais effectivement, on sait que les gens vont aller vers leur médecin de famille, puis on le sait qu'il y en a 40 qui vont avoir des problèmes de santé mentale, puis que ça va être la majeure de la consultation. Si on veut désengorger, bien, je le répète, offrons-en des vrais services de santé mentale première ligne. Donc, mettons-en des professionnels qui vont évaluer, traiter justement pour aider, puis travailler de concert avec vous. Et puis je pense que mettons-en du sans rendez-vous aussi pour la santé mentale. Alors, ce partenariat-là, il est essentiel. Oui, Alexandre. Très brièvement aussi, on parle de la communication. Il ne faut plus avoir de fax. On a encore des fax aujourd'hui. La blague. Mais honnêtement, on est en train de faire... On est tous les présidents, on rencontre nos membres, puis c'est un des enjeux. Je suis obligé d'envoyer un fax à un médecin, à un autre intervenant. C'est sûr que le fax, ce n'est pas la solution actuellement la plus rapide. On est rendu en 2024. Je vous dirais qu'il faut le nommer ça aussi. C'est des obstacles. Puis, je rebondis un peu tantôt sur la déprofessionnalisation, l'élargissement. Il y a beaucoup de travaux en cours. Les autres, on est très proactifs. On participe à tout ce qui est fait avec l'Office des professions, avec la ministre responsable des lois professionnelles. On est aussi impatient de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je pense que on en est rendu là. À un moment donné, il va y avoir des choses aussi qui vont sortir. Mais on est comme vous. Je pense qu'il faut laisser le temps que les travaux se fassent parce que c'est un gros chantier. Oui. On est en train de dépasser le temps, mais comme ça suscite les passions, la santé mentale, je voulais savoir s'il y avait une dernière question peut-être pour nos panélistes ou plusieurs. Oui. Bonjour, moi je suis Brigitte Marchand, je suis pharmacienne propriétaire depuis 1997. Alors merci aux panélistes, c'est très enrichissant. Je vois qu'il y a vraiment une volonté profonde, puis il y a des pistes de solutions qui sont concrètes que Mme de Rismond et M. Carman ont énoncées également. J'ai trouvé ça très intéressant quand moi j'ai aussi l'expérience de père aidant comme Mme Groux, donc je sais c'est quoi les dérives, d'essayer de cheminer quelqu'un quand il y a un trouble de santé mentale, peu importe s'il est profond ou léger. Mais j'ai beaucoup aimé, M. Malenfant, aussi, quand vous disiez que quand on est dans une réalité concrète, là, puis vous les avez tous exprimés à votre façon, c'est de dire où on peut cibler puis où on peut guider les gens qui viennent demander des réponses. Alors, nous, en pharmacie communautaire, je peux vous le dire, on l'a vu, l'effritement, hein, ça c'est clair et net. La pandémie, ça a été un fossé énorme. Et sans rentrer dans les grands détails, vous pouvez vous imaginer qu'on se fait beaucoup poser de questions. Et la difficulté que nous avons, parce qu'on voit ce qui se passe, là, nous, on est capable de faire du dépistage, mais on n'a pas d'outils pour orienter concrètement. Puis nous, on aimerait ça être des acteurs actifs dans la multidisciplinarité pour la santé mentale. Moi, c'est ma mission, parce que comme j'ai été père aidant dans le processus, je sais qu'est-ce que ça sonne dans les oreilles des gens et je sais toute la détresse que ça peut vivre. Et plus c'est long, vous parliez de timing à un moment donné, plus c'est long, plus on creuse aussi la difficulté de ramener l'individu dans une vie normale parce que tout le monde a un potentiel. Alors, l'idée, c'est de trouver le potentiel rapide pour que la personne soit accompagnée rapidement, que ça peut être par psychothérapie, que ça peut être par certaines approches qui peut être complémentaire par la médication, mais c'est important d'agir vite. Les gens ne peuvent pas attendre quand ils sont en détresse, même si c'est à cause d'un déménagement ou d'autres deuils ou toute forme de situation de vie. Donc, c'était le mot que je voulais apporter pour ça. Un grand merci. Quand on attend, ça s'aggrave, ça se complexifie. Exact. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas attendre qu'ils soient en deuxième ligne pour traiter. Oui. Merci. Il y en a qui sont encore présents dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui voudraient peut-être une dernière question, officiellement? Officiellement. Oui. C'est elle qu'il faut regarder, ici.
Merci. Nancy Girard, moi, je suis gestionnaire GMF du Grand Gaspé, donc un GMF mix des CLSC et des cliniques privées. C'était plus une question, dans tout ce beau plan d'action-là, dans toute cette première ligne, deuxième ligne, est-ce que le ministère envisage une façon de faire pour que nos CIS nous intègrent plus dans le processus? Parce qu'on a souvent l'impression que, moi, ça fait quelques années que je viens au colloque, puis j'entends plein de beaux projets. Il se passe des choses dans nos CIS, puis quand il arrive un état d'urgence, là, on lève la main pour nous avoir, mais autrement que ça, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui se fait. Alors, moi, dans mon GMF, pour 20 000 inscriptions, j'ai 2 travailleuses sociales. On a déjà offert au CIS de nous donner tout l'ensemble des travailleuses sociaux pour qu'on puisse les gérer et les organiser pour faire de la santé mentale, pour faire de la jeunesse, du soin à domicile. Mais on a 2 travailleurs sociales où souvent on nous dit, bien, ça vous revient. On ne peut pas répondre à la demande. Alors, est-ce que le ministère va interpeller les CIS pour qu'ils soient un peu plus coopératifs avec les GMF? Est-ce qu'il y en a qui ont l'information ou on relance M. Carman tantôt? Je pense qu'on devrait relancer. On va relancer M. Carman. Eh bien, ça va être la dernière question pour le panel d'aujourd'hui. Je voulais dire un grand merci encore une fois à nos panélistes. Merci à l'équipe du Congrès. Merci à M. Carman et Mme Dorismont. Et on vous souhaite à tous et à toutes un bon congrès. S'il y en a qui avaient des questions, des questionnements, venez nous voir après. Là, on va pouvoir y jaser. Valérie, merci.